Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Royson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Clés où nous allons parler du climat en Europe. En 2024, l'Europe a été massivement affectée par les effets du réchauffement climatique et ce n'est sans doute qu'un début. Le dernier rapport du service Copernicus et de l'Agence météorologique mondiale nous le dit, l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite aujourd'hui sur Terre. Alors pourquoi ? Avec quelles conséquences aussi pour les années qui viennent ? Comment faire face ? Eh bien, c'est à tout cela que nous allons prendre le temps de répondre maintenant. La première, les clés. La météo sur le continent européen en 2024, c'était notamment ceci. C'est la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée en Grèce. Là où je suis, à Londres, sous un platane, il fait 42 degrés. Le téléphone chauffe, il a fallu que je change 2 fois et j'espère que celui-ci va tenir. À Athènes, on attend 43 degrés à l'ombre. La ville a donc décidé de fermer l'acropole dans l'après-midi. On a ouvert les salles climatisées des mairies. Cette alerte concerne aussi la Hongrie, la Serbie, la Croatie. Au cours des dernières 24 heures, 13 016 personnes ont appelé une ambulance en Roumanie pour une détresse médicale liée à la canicule. Une chaleur écrasante qui a surtout pesé sur l'Europe du Sud et de l'Est l'été dernier. L'Italie, la Grèce et les Balkans ont connu un nombre record de journées de fort stress thermique, 66 jours où les températures ressenties étaient plus élevées que 32 degrés, du jamais vu. Mais la météo sur le continent européen en 2024, c'était aussi ceci. Les maisons colorées de cette petite ville au sud de la Pologne semblent flotter. Résultat de la tempête Boris, les rues ont disparu. C'est terrible. Ça fait très mal, c'est un calvaire. Que ce soit en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie ou en République tchèque, le même genre d'images, de villes ou de villages, complètement inondés. Que va-t-on faire à présent ? Je peux vous dire que je suis désespérée. La tempête Boris, qui a frappé l'Europe centrale à la mi-septembre, a fait près de 30 morts. Et un mois et demi plus tard, c'est l'Espagne qui était violemment frappée à son tour par des pluies diluviennes. En seulement quelques heures, les orages ont déversé plus de 400 litres d'eau au mètre carré, l'équivalent de 9 mois de pluie à Paris. J'ai été sortie de ma voiture par la Guardia Civile. On essayait de rentrer chez nous. C'était horrible. L'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire de l'Espagne, 240 personnes ont perdu la vie et les dégâts sont immenses. Que ce soit ces inondations catastrophiques ou ces épisodes caniculaires extrêmes, le lien avec le réchauffement climatique est de plus en plus évident et confirmé par les experts du monde entier. Dans le récent rapport sorti par le service Copernicus et l'Agence météorologique mondiale, une carte frappe les esprits. Elle présente les anomalies de température pour l'année 2024. La carte de l'Europe est totalement rouge. Et si l'on est encore dans du rouge clair pour l'Europe de l'Ouest, pour nos régions, l'Europe centrale et du Sud-Est, elle, est en rouge foncé parce qu'elle a connu ces températures les plus chaudes jamais enregistrées. On apprend aussi que l'Europe est aujourd'hui le continent qui se réchauffe le plus vite, 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Alors, comment expliquer cela ? N'en est-on qu'au début des conséquences de la crise climatique qui deviennent de plus en plus palpables et douloureuses ? C'est ce qu'on va prendre le temps d'explorer
à présent. Et pour cela, on va accueillir notamment Cathy Clairbeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes physicienne et professeure en sciences du climat à l'ULB. Alors, première question un peu générale. Est-ce que ce qu'on vient de décrire là, ce qui s'est passé en 2024, c'est une année exceptionnelle ou bien est-ce qu'on a vécu quelque chose qui est amené, malheureusement, à devenir la norme dans les années qui viennent ? Alors un peu des deux, 2023 et 2024 ont été des années exceptionnelles en termes de température, notamment parce qu'il y avait ce phénomène El Niño qui est un phénomène naturel qui conduit à des températures plus élevées tout autour du globe. Mais ceci dit, l'accumulation des gaz à effet de serre fait qu'on augmente les températures d'un petit dixième de degré à peu près chaque année. Et en particulier en Europe, où on a vu d'une part les inondations et d'autre part dans d'autres régions des événements de sécheresse importants qui sont installés pendant plusieurs semaines. Donc, un double phénomène, mais un constat aussi, Cathy Clairbeau. On a eu en Europe un réchauffement plus marqué que dans le reste du globe, 2 fois plus marqué d'ailleurs que par rapport à la moyenne mondiale. Ça, c'est assez interpellant. Comment est-ce que l'on peut expliquer quelles sont les raisons qui font que l'on a en Europe un réchauffement climatique plus important, plus rapide que sur le reste du globe ? Alors, il y a plusieurs facteurs, mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que quand on parle du globe en général qui se réchauffe, on cite souvent une température moyenne de 1,5 degré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très inégalement reparti. Et pour commencer, la Terre se réchauffe plus vite que la mer. Et donc, en Europe, il y a beaucoup de terre. Et ensuite, plus on va vers les pôles, plus la température augmente rapidement. Ça, c'est une question de masse d'air qui circule. Et donc, il y a un phénomène qui s'appelle l'amplification arctique qui fait que le pôle nord se réchauffe plus vite et toute une bonne partie de l'Europe, les terres dans le nord de l'Europe, font partie du pôle nord. Et donc, on a cette amplification arctique qui va jouer sur le fait que les températures augmentent plus rapidement. Et ça, c'est peut-être intéressant de s'arrêter quand même là-dessus. Pourquoi est-ce que quand on va plus près des pôles, dans des régions qui sont recouvertes jusqu'ici par de la glace ou par de la neige, pourquoi est-ce qu'on assiste dans ces régions-là à un réchauffement plus important ? Parce qu'à certains endroits, on est à plus 1,5 degré. Parfois, au pôle, on est à plus 4, plus 5 degrés. Pourquoi est-ce qu'on a ce différentiel-là ? Eh bien, notamment parce que quand la température augmente, la glace fond. Et donc, la glace, elle va avoir pour effet de réfléchir le rayonnement du soleil. Et ça, c'est quelque chose qu'on explique aux étudiants en cours. En fait, la recette des températures clémentes qu'on connaît sur Terre, c'est simplement un équilibre entre le rayonnement solaire qui rentre à la surface de la Terre et qui est réfléchi par une série de facteurs, les nuages, la surface de la Terre, les molécules qui sont dans l'air. Et tout ce qui reste, qui n'est pas réfléchi, va être absorbé par la surface de la Terre et réfléchi sous forme de rayonnement infrarouge, qui est en fait la chaleur qui les réchauffe et les températures telles qu'on les connaît. Si maintenant on n'avait plus du tout de glace, et en partie la glace du pôle fond, eh bien, ça fait qu'il y a plus de rayonnement solaire qui peut être absorbé par la surface de la Terre. Et donc, ça contribue à faire que le pôle Nord, déjà, naturellement, on va dire, il y a plus d'air chaud qui s'y promène, mais en plus, il y a cette fonte de glace qui fait que le rayonnement solaire est moins réfléchi par la surface. Oui, puisqu'il y a moins de surface blanche, de glace ou de Exactement. neige, il y a moins de rayons qui repartent dans l'espace. Exactement. Et qui vont donc contribuer à réchauffer davantage la Terre à ces endroits-là. Or, il y a effectivement une partie de l'Arctique qui est comprise dans le continent européen. C'est une des raisons pour lesquelles l'Europe se réchauffe plus vite. Mais il y a d'autres éléments aussi. On va parler d'un des autres éléments avec un deuxième invité qui est avec nous, c'est Xavier Fettweis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de climatologie à l'Université de Liège. Un des éléments qu'on pointe aussi pour expliquer que l'Europe se réchauffe plus vite que d'autres continents, c'est qu'on assiste à des blocages de certaines masses d'air, que la circulation atmosphérique ne se fait plus comme elle se faisait avant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène et en quoi il affecte particulièrement l'Europe ? Donc, il faut savoir que le moteur de la dynamique atmosphérique, c'est le contraste pôle-équateur. Donc, comme on l'a dit, les pôles, il fait beaucoup plus froid que l'équateur. Du coup, on a un courant d'air, comme quand on ouvre la porte, on a un courant d'air. Plus il fait froid dehors, plus le courant d'air sera important. Avec le réchauffement climatique,
les pôles se réchauffent 4 fois plus vite que l'équateur, ce courant d'air diminue et du coup, la dynamique atmosphérique diminue. Alors, c'est quoi la dynamique atmosphérique ? C'est le fait que les systèmes météo, après quelques heures ou quelques jours chez nous, sont envoyés de l'ouest de l'Europe vers l'est de l'Europe. Et donc, on a quelques jours de pluie, quelques jours de soleil. Ça, c'est la circulation normale d'ouest en est en Europe. Avec une dynamique qui ralentit parce que les pôles se réchauffent plus vite que le reste, à ce moment-là, les systèmes météo vont rester beaucoup plus longtemps sur place, voire créer ce qu'on appelle des blocages, comme on a eu ici pendant 2 mois un anticyclone centré sur nous. Et à ce moment-là, on va avoir le même type de temps pendant de longues journées, enfin de longues semaines. Et ça veut dire un anticyclone, du chaud, de la chaleur et du soleil en été. Et si c'est une dépression, comme en 2021, à ce moment-là, c'est de la pluie, du mauvais temps et des étés pourris. Donc, ce à quoi on assiste, et ça j'imagine que chacun peut un peu le mesurer, le ressentir sur ce qui s'est passé ces derniers mois, mais aussi ces dernières années chez nous, là où on avait avant un temps qui était assez variable, où on avait rarement le même temps pendant plus que 3, 4, 5 jours dans des régions comme les nôtres, aujourd'hui on a ces situations de blocage parce que les masses d'air circulent moins vite, parce qu'il y a moins cet effet de courant d'air que vous nous avez décrit, et c'est pour ça qu'on a des météos qui peuvent rester les mêmes assez longtemps sur certaines zones. Oui, tout à fait. Donc on a eu, si on regarde les 6 derniers mois, on a eu de la pluie pendant tout l'été, puis pendant tout l'automne, une partie de l'hiver, avec chaque fois une dépression malheureusement pour nous qui était bloquée chez nous. Et puis ça fait 2 mois qu'on a un anticyclone. Le blocage, on semble sortir ici cette semaine-ci du blocage, mais l'anticyclone pourrait très bien vite revenir ce printemps, et donc ça suggère un été qui pourrait être chaud et sec alors chez nous. Et donc les conséquences de cela, particulièrement pour l'Europe, c'est que on risque d'avoir, notamment en été, des épisodes de chaleur plus longs, des masses d'air chaudes qui peuvent rester plus longtemps au même endroit. Ça, c'est une des conséquences auxquelles on pourrait assister dans les années qui viennent. Oui, tout à fait. Quand on regarde un petit peu les projections futures en Belgique, en fait, de manière générale, les étés vont devenir de plus en plus secs. Mais si on regarde été par été, en fait, soit on va avoir des étés très humides, soit des étés très secs. Et donc, en fait, les étés vont devenir de plus en plus contrastés, selon qu'on aura un anticyclone ou une dépression calée chez nous. Là où on avait un peu de tout avant, maintenant on risque d'avoir des étés qui vont être particulièrement soit humides, soit particulièrement secs. Ça, c'est intéressant à retenir. Il y a un autre élément encore qu'on convoque pour expliquer pourquoi l'Europe se réchauffe plus vite que d'autres continents. C'est ce qui se passe au niveau de la pollution de l'air. Et ça, on va parler avec vous, Cathy Clerbeau. Pourquoi est-ce que le fait que la qualité de l'air s'améliore en Europe, on sait qu'on a toute une série de politiques qui sont prises, notamment dans les grandes villes, pour limiter la pollution liée aux véhicules notamment, le fait que la qualité de notre air s'améliore a tendance à accélérer le réchauffement climatique. Comment c'est possible, ça ? Donc oui, ça, les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais la qualité de l'air s'améliore, la pollution diminue, tous nos instruments de mesure le montrent. Et donc ça, quand j'ai expliqué tout à l'heure que le rayonnement solaire venait éclairer la surface de la Terre, si sur son chemin, il trouve des particules, eh bien, ça va avoir tendance à refléter ce rayonnement vers l'espace. Et donc, quand la pollution baisse, il y a moins de particules dans l'air, et ça fait que le rayonnement solaire peut mieux pénétrer la surface de la Terre. Et ça va contribuer à augmenter aussi un petit peu les températures. Ce que je veux dire, c'est s'il n'y avait pas du tout de pollution au-dessus de l'Europe, on aurait des températures qui seraient encore un petit peu plus élevées. En fait, cette accumulation des gaz à effet de serre est un tout petit peu corrigée. En fait, il y a à peu près 1 demi-degré d'atténuation, étant donné qu'il y a de la pollution. Mais comme la pollution baisse, eh bien, on est en train de récupérer en température ce qu'on gagne en enlevant les polluants. Mais bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et une fois qu'il n'y a plus de pollution du tout, de toute façon, c'est meilleur pour la santé aussi. Donc, à choisir, il vaut mieux moins de pollution et quelques dizaines de degrés en plus. Oui, mais donc ça, c'est quand même interpellant, ce que vous nous dites là. C'est que si on prend par exemple le cas d'une voiture, quand on va circuler avec une voiture, il va y avoir des gaz à effet de serre qui vont être émis par le fait qu'on brûle du carburant. Ça va contribuer au réchauffement climatique, mais c'est en partie corrigé parce que cette même voiture, elle émet des microparticules qui vont refléter une partie des rayons du soleil. Et donc, quelque part, il y a une forme de punition, entre guillemets, pour les pays qui ont des politiques de lutte contre la pollution, c'est qu'à court terme, en tout cas, ça va les impacter plus vite sur le réchauffement climatique. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure, mais si on résout le problème de la pollution, on va résoudre le problème des émissions des gaz à effet de serre, parce qu'ils tous les deux, ils sont des conséquences du fait qu'on brûle les fuels fossiles, donc le gaz, le pétrole et le charbon.
quand on passe à des énergies renouvelables, on solutionne à la fois le problème de pollution et le problème de l'accumulation des gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Il y a un exemple intéressant parce que moi je travaille sur les données satellites avec mon équipe à l'ULB et on voit très bien maintenant que l'Inde et la Chine n'ont pas les mêmes politiques. Et en Chine, la pollution baisse parce que la population commence à ne plus être d'accord sur le fait de respirer un air pollué. Et en Inde, il n'y a pas autant de mesures qui sont prises justement pour contrôler les niveaux de pollution. Et on voit vraiment que la Chine se réchauffe un peu plus vite que l'Inde. Et là, comme ils sont vraiment à la même latitude, on peut vraiment comparer les deux pays. Et ce qu'on observe, c'est un réchauffement des températures, étant donné qu'ils commencent à enlever la pollution de leur air. Oui, mais donc on a bien compris que votre message n'était pas de dire continuons à envoyer des micro-particules dans l'atmosphère pour éviter le réchauffement climatique, parce qu'il y a effectivement tous les effets en cascade pour la santé, notamment, et les problèmes respiratoires. Mais donc, Xavier Fettweis, là-dessus, à l'échelle mondiale, ça compte beaucoup, ça, le fait qu'il y ait ou pas de la pollution. Est-ce que ça a un impact fort sur le réchauffement des températures à l'échelle de la planète ? Oui, ça masque en fait le réchauffement, enfin en partie le réchauffement global. Donc ici, on est à plus 1,5 degré, et sans aérosol, on estime que le réchauffement serait à plus 2, voire plus 2,5. Et donc, c'est énorme. Et rien que, par exemple, si on regarde l'anomalie de température en 2024, si on regarde l'Inde, c'est le seul endroit où la température n'a pas été plus élevée que par rapport au reste du monde. Et donc, cet impact des aérosols, de la pollution, est très important. Oui, et on sait que ça alimente les réflexions de certains sur de la géo-ingénierie, l'idée de pouvoir aller vaporiser des microparticules dans l'atmosphère pour essayer de limiter le réchauffement climatique. Promis, un jour, on fera une émission spécifiquement là-dessus. Si on regarde, ceci dit, maintenant les prévisions du GIEC, est-ce que le GIEC nous annonce depuis de nombreuses années sur les effets du réchauffement climatique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, Xavier Fettweis? Où est-ce qu'on se situe? Est-ce que l'Europe se réchauffe comme l'avait prévu le GIEC, ou bien est-ce que ça va plus vite? Non, en fait, on est vraiment dans la fourchette haute des modèles, et globalement, si on regarde un peu les projections et les anomalies climatiques qu'on a observées ces dernières années, les modèles sont 10 à 20 ans en retard. Un bel exemple, par exemple, c'est les inondations de juillet 21 en Belgique. Les modèles prévoyaient ce genre d'inondation à partir des années 2030. Donc, ça veut dire, Cathy Clairbeau, qu'aujourd'hui, les effets que l'on constate du réchauffement climatique vont plus vite que ce qu'on avait anticipé au niveau des experts. Ce n'est pas spécialement rassurant, ça. Alors, dans les rapports du GIEC, en fait, il y a plusieurs scénarios d'émissions, c'est-à-dire on se retrouve, selon les choix sociétaux qu'on va faire et la situation géopolitique, on va se retrouver dans l'un ou l'autre de ces scénarios qui sont plus ou moins pessimistes ou optimistes. Et ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas dans le scénario du pire, mais dans un des scénarios, on va dire... les plus pessimistes quand même. Les plus pessimistes quand même, mais pas dans le scénario du pire, qui serait celui si on n'avait rien fait du tout. Et donc on est quand même toujours dans la fourchette des scénarios. Mais effectivement, alors c'est assez facile à prévoir les températures, les élévations de température, parce que c'est vraiment la réaction immédiate d'un système qu'on connaît bien. C'est plus compliqué de prévoir l'occurrence des événements exceptionnels, de savoir s'il va pleuvoir plus ou moins à certains endroits. Disons que ça, la fiabilité des prévisions est un peu moins bonne. Ce qu'on essaye vraiment de comprendre, c'est les interactions entre tout ce qu'on rajoute dans l'atmosphère avec nos activités humaines et les phénomènes naturels comme El Niño, les volcans, etc., qui permettent aussi d'expliquer les fluctuations de température. Mais donc, ce que vous nous dites, c'est que c'est plus facile de pouvoir donner une trajectoire d'évolution des températures que de pouvoir dire si on va avoir affaire à des inondations d'ampleur dans nos régions, par exemple, dans les années qui viennent. Quel type d'inondation, à quel moment, à quelle fréquence, à quelle intensité, ça, c'est plus difficile à prévoir dans les modèles. Oui, c'est beaucoup plus difficile parce que ça fait interagir tout un tas de facteurs qui sont non linéaires, etc. Les températures, c'est vraiment la base du climat, le rayonnement solaire qui rentre, qui est absorbé, réfléchi, et la Terre qui émet de la radiation infrarouge. Et donc ça, c'est assez facile à prévoir. Les seules disparités qu'on va rencontrer, c'est justement l'exemple de l'Inde et la Chine avec plus ou moins de pollution, et ça, on n'a pas toujours les infos qui sont au jour le jour. Alors, ce que les experts de Copernicus, de l'Agence météorologique mondiale, disent aussi, et ils insistent beaucoup là-dessus, c'est qu'il est plus que temps de travailler à l'adaptation, l'atténuation, bien sûr, essayer de lutter contre les éléments qui créent ce réchauffement climatique, mais aussi s'adapter à ce réchauffement climatique qu'on est déjà en train de vivre. Et ça, on en parle tout de suite avec Sarah Pousset. Commençons par quelques chiffres.
Plus de la moitié de la population mondiale vit en zone urbaine et c'est de là que viennent 3/4 des émissions carbone. Une problématique dont se sont déjà bien saisies les villes européennes puisque c'est aussi en zone urbaine que sont déployés 90% des efforts d'adaptation au changement climatique et 70% des efforts d'atténuation. Les zones urbaines sont donc les lieux les plus problématiques pour le changement climatique, mais c'est là aussi qu'on développe le plus d'efforts pour changer. Dans ce rapport, les chercheurs pointent que la moitié des villes européennes possèdent des plans d'adaptation au climat. Soit on voit le verre à moitié vide, ça veut dire que la moitié des villes n'est toujours pas prête à réagir, soit on voit le verre à moitié plein, c'est quand même le double par rapport à 2018. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ces plans d'adaptation ? Sur les côtes, on s'adapte à la montée des eaux et au risque d'inondation. C'est le cas à Bilbao, en Espagne, où grâce à un partenariat public-privé, une partie de la ville située sur une île artificielle est rénovée pour résister aux inondations. À Glasgow, en plus des lotissements et aires de jeu résistants aux inondations, la ville a aussi amélioré son plan de drainage pour réduire les inondations urbaines. À Bratislava, là, on cherche à contenir l'eau par la création de réservoirs, de toits végétalisés, mais aussi de jardins de pluie. Une stratégie assez similaire à celle de l'Allemagne, où les façades et les toits végétaux font désormais partie des plans locaux d'urbanisme. À Munich et Berlin, les surfaces de toiture végétalisées dépassent par exemple les 4 millions de mètres carrés. Les villes du Sud tentent, elles, davantage de s'adapter à la chaleur. À Athènes, la ville la plus chaude d'Europe, mais paradoxalement celle qui possède le moins d'espace vert par habitant, eh bien on veut inverser cette tendance avec la création de 25% d'espaces verts supplémentaires. Le rapport pointe enfin que la nécessité pour mettre toutes ces mesures en place, eh bien ce sont surtout des politiques et des budgets stables sur le long terme. Voilà, avec la double dépense pour les pouvoirs publics à la fois sur les efforts pour atténuer et puis pour s'adapter. Cathy Clerbeau, est-ce qu'à Bruxelles, par exemple, on travaille aussi à ça aujourd'hui, à l'adaptation au réchauffement climatique ? Ben oui, bien sûr et heureusement. Je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est toutes les mesures qui sont faites, notamment les primes pour la meilleure isolation des maisons. Et ça, c'est à la fois de l'adaptation et de l'atténuation. Parce que d'une part, ça va permettre en fait aux gens de dépenser moins d'énergie pour chauffer leur bâtiment, et à la fois, ça va les protéger plus s'il y a des vagues de chaleur. Par exemple, si la maison est mieux isolée, vous aurez moins chaud dans votre maison. Et le deuxième exemple, on anticipe les réchauffements de température et on s'adapte en conséquence. Et donc, en forêt de soigne, vous savez qu'il y a beaucoup de hêtres, et la forêt de soigne est connue pour ça. Quand on replante des arbres, eh bien on ne replante plus de hêtres parce que ce sont des arbres assez fragiles et qui vont mal supporter les variations de température. Donc on choisit des essences qui sont plus adaptées justement pour supporter des températures plus élevées et des fluctuations de température. Voilà 2 exemples d'adaptation. Xavier Fetways, vous avez pas mal travaillé sur ce qui s'est passé en juillet 2021 dans la vallée de l'Avestre avec des inondations catastrophiques. Est-ce que dans des zones comme celle-là, on réfléchit aussi aujourd'hui à s'adapter au fait qu'on sait que maintenant on peut avoir des pluies diluviennes extrêmement importantes ? Est-ce qu'on ne construit plus de la même manière ? Est-ce qu'on repense l'aménagement du territoire en fonction de ça ? Effectivement, cet événement, il est fort probable qu'il se répète, voire qu'il pourrait être même plus intense. Et donc, évidemment, tous les aménagements du territoire, il faut les faire en fonction de cet événement qui pourrait de nouveau arriver. Je crois que dans la vallée de l'Avestre, ils ont bien compris que ça allait arriver de nouveau et ils font pas mal de travaux à ce niveau-là. Bon, il faut savoir que la vallée de l'Avestre, c'est la zone où ce genre d'événement-là est le plus probable parce qu'on a le relief des Ardennes qui bloque les précipitations et qu'on ne pourrait pas avoir autant de précipitations ailleurs en Belgique. Donc ça, c'est déjà en soi une bonne nouvelle. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, les étés vont devenir très humides et très secs et donc il faut aussi faire face à un manque d'eau. Et donc, clairement, l'eau, ça va devenir un problème en Belgique. On avait l'habitude d'avoir de l'eau chaque année, chaque été. Mais soit on en aura trop en Belgique certaines années, soit on n'en aura pas assez. Donc, il va falloir aussi gérer toutes ces eaux-là. Et en termes de chaleur, je crois qu'il faut repenser la façon dont on fait les maisons. Pour le moment, on fait des maisons pour s'isoler contre le froid. Et je crois que très vite, il faudra faire des maisons pour s'isoler contre le chaud. Car avec la trajectoire actuelle, le climat au niveau de la Belgique sera, à la fin du siècle, le climat de la région du Gers, au sud de la France, à Agen, à Toulouse, où les maisons sont complètement différentes des maisons actuelles.
Et est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, Xavier Fetouaïs, les pouvoirs publics prennent suffisamment la mesure de ça, de tout ce qu'il va falloir changer par rapport à une évolution assez rapide, puisque c'est en quelques dizaines d'années qu'on va changer de climat pour avoir un climat du type presque du sud de la France? Non, je crois que c'est pas assez rapide. Alors c'est vrai qu'ici à Liège, il y a le plan Canopé pour limiter les grosses chaleurs, donc ça c'est déjà pas mal. Mais il y a des efforts, mais ils sont pas encore assez là. Et par exemple, un risque majeur qui va arriver chez nous, et on l'a vu ce week-end-ci, c'est le risque de feux de forêt. Je crois qu'on n'est pas encore prêt à des feux de forêt d'ampleur. On n'a pas, les pompiers sont pas assez outillés pour faire face à ça. On n'a pas de Canadair et ainsi de suite. Et donc là aussi, ce serait bien d'anticiper ces événements-là et ne pas faire comme les inondations de la vallée de la Verse, attendre que l'événement arrive pour commencer à s'adapter à ce genre d'événement. Eh bien, le message est donc envoyé aux autorités. Double message, en réalité. Rappelez que si l'on ne prend pas des mesures fortes pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, ce phénomène de réchauffement climatique est amené à s'amplifier encore dans les années qui viennent. Et puis rappelez aussi que même si on fait des efforts sur la lutte contre le réchauffement climatique, il est nécessaire de s'adapter parce que de toute façon, les températures vont continuer à augmenter dans les années qui viennent avec des extrêmes climatiques qui pourraient se répéter sur notre territoire, que ce soit des vagues de chaleur, que ce soit des phénomènes d'inondation. On a vu ces derniers mois en Europe ce que risquent d'être encore les années qui viennent. Et ça, les pouvoirs publics doivent en tenir compte dans leurs choix politiques pour le futur. C'était Les Clés, un épisode réalisé par Laurent Nélissen, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Je vous rappelle que si vous souhaitez découvrir d'autres épisodes des Clés, ils sont tous sur Ovio, les derniers sur vos plateformes de téléchargement. Et si vous souhaitez nous écrire une adresse, lesclés@rtbf.be.